Claude Retta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, celle de l'association Faisons vivre la commune, qui intervient dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par la mairie du 20e arrondissement. Et c'est la quatrième conférence que nous organisons. Et là, vous avez choisi comme thème « Survivre à la commune et écrire » Louise Michel. Alors, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes une spécialiste de littérature du XIXe siècle, le romantisme, l'histoire des idées politiques, et évidemment, depuis plusieurs années, vous travaillez sur Louise Michel. Vous avez retrouvé d'ailleurs des textes disparus de Louise Michel, particulièrement l'un qui s'appelle La chasse au loup. Vous nous expliquerez peut-être comment vous l'avez retrouvé, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre. Et puis, vous avez écrit sur Louise Michel, notamment L'art vaincra, Louise Michel, l'artiste en révolution et Le dégoût du politique, qui figurent devant nous. Un recueil de contes, La Révolution en comptant, et vous avez surtout sorti les Mémoires de Louise Michel, l'édition de 1886 chez Gallimard, en collection Folio, et enfin vous avez sorti aux éditions de la Découverte une nouvelle édition de La Commune avec Éric Fournier. Enfin, vous avez sorti un autre livre de Louise Michel, À travers la mort, aux éditions de la Découverte, qui vient de ressortir. Donc, Louise Michel, vous connaissez. Je voudrais d'abord savoir pourquoi avoir choisi ce titre, Survivre à la commune et écrire, et deuxièmement, pourquoi s'intéresser à Louise Michel aujourd'hui? Alors, merci de votre présentation, tout d'abord. Louise Michel, vous connaissez, je ne sais pas si je connais Louise Michel, en tout cas, je m'efforce petit à petit, à travers la redécouverte des textes, de cerner d'un peu plus près cette personnalité et également cette autrice et cette écrivaine complexe. Alors, le titre « Survivre à la commune et écrire » Louise Michel, il provient d'un premier questionnement qui m'est venu lorsque vous avez eu l'obligeance de m'inviter pour cet échange. J'avais une certaine idée en tête. Je voulais partir des textes de Louise Michel qui insistent sur un mouvement à travers la mort. À travers la mort, c'est une formule qui revient elle-même de texte en texte, à l'intérieur des textes, mais également pour intituler les ouvrages. Et dans l'œuvre assez prolixe de Louise Michel, cette formule intitule au moins 2 recueils. Un recueil de vers inédits, à travers la mort, qui était pensé par Louise Michel comme le pendant d'un recueil de vers qu'elle a publié en 1888 et qui s'appelait « À travers la vie ». Et c'est le titre également des Mémoires de 1890, autrement dit du 2e volume de ces mémoires. Celui qui est devant nous. Celui qui est devant Là. vous, voilà, exactement, qui a été édité par la Découverte en 2015 et réédité en 2021 au format poche, volume qui était inédit en librairie jusqu'à cette date de publication à la Découverte. Donc voilà, j'étais frappée par cette récurrence chez Louise Michel de l'idée que la commune avait été pour elle une sorte de traversée de la mort. Elle dit, et elle le dit souvent, qu'elle a vu tomber son double sous les balles à côté d'elle, une femme en noir qui était son sosie, et elle rappelle régulièrement cette expérience. Ma question était donc, pour la préciser, qu'est-ce pour Louise Michel que vivre après la commune? Qu'est-ce que vivre après cette espèce de traversée de la mort que représente pour elle la commune? Et puis, cette idée de départ a pris récemment une nouvelle tournure. Récemment, lorsque l'édition Folio Gallimard des Mémoires de 1886 est sortie, un collègue qui venait de lire ses mémoires dans la nouvelle édition me dit « C'est drôle, en fait, finalement, elle parle peu de la commune. » Alors, Louise Michel parlant peu de la commune, c'est intéressant.
Est-il possible que cette héroïne par excellence de la commune, et mieux cet obsédé de la commune, obsédé notoire de la commune, parle peu de la commune dans ses mémoires? D'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on priverait Louise Michel d'une vie après la commune? Donc, prudemment, j'ai réservé ma réponse du côté de ce collègue, mais pour mieux y revenir, et c'est avec vous que je voudrais y revenir. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que parler de la commune, ou qu'est-ce que parler après la commune pour une communarde? Et surtout, pour une communarde qui, comme Louise Michel, est certaine également que la commune n'est pas seulement derrière, mais qu'elle est encore devant, et qu'il y a une autre commune au futur qui approche, du moins selon son espoir. Ce que l'on attend de Louise Michel, donc, ce n'est pas forcément ce que Louise Michel apporte. Et en l'occurrence, les mémoires d'une communarde ne sont pas forcément tissées que de souvenirs sur la commune. Comment donc, pour nous lecteurs, appréhender cet espace qu'il y a entre les mémoires de la communarde et les souvenirs sur la commune? Quelques points donc. Premièrement, les mémoires de Louise Michel ne sont pas in extenso, de la page première à la dernière, un recueil de souvenirs sur la commune, c'est-à-dire sur la période mars-mai 1871. Ils sont bien les mémoires de Louise Michel depuis l'enfance jusqu'à la date où elle écrit, c'est-à-dire 1886. Elle a une formule d'ailleurs sur son enfance, le nid de l'enfance. Enfin, elle a beaucoup de tendresse quand elle en parle. Elle parle en Haute-Marne régulièrement, effectivement, le nid de mon enfance. Et c'est une expression qui est intéressante parce qu'elle a pour pendant, et là on retrouve l'univers un peu thanatocentré de Louise Michel, une autre expression qui est le nid de la mort. Donc, les mémoires, pour un premier point, sont bien les mémoires de Louise Michel de l'enfance à 1886. En revanche, ils sont commandés par une sorte d'acte de naissance qui ne se confond pas avec l'état civil. Et cette sorte d'acte de naissance, c'est le Conseil de guerre de décembre 1871, où elle comparut et où elle fut condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Ces pages, c'est-à-dire le compte-rendu de son procès, elle avait l'intention de les placer en ouverture de ses mémoires. Cela aurait dû être les premières pages que le lecteur aurait découvertes en ouvrant le volume. Visiblement, son éditeur qui s'appelait Roy, avait, au début des années 1880, d'autres ambitions pour ce volume. Il voulait, comme le dit la publicité qu'il insère dans la presse, s'adresser aux gens de tous les partis, et pas seulement aux amis de la commune, bien entendu. Et donc il repoussa ce mode de composition. Le procès de Louise Michel, de 1871, et les deux autres procès qu'elle a eus à la date de 1886, ce qu'elle appelle avec fierté « mes procès », figurent donc bien dans le recueil qu'elle publie en 1886, mais à la fin, et un peu estompé, un peu dissimulé par la présentation qu'a choisi l'éditeur dans un appendice. Autre point qui est connexe, c'est que se pose ainsi la question de la censure par l'éditeur de 1886. Louise Michel se plaint régulièrement dans sa correspondance d'avoir subi les ciseaux de Roy. Et pour Roy, de toute évidence, les gens de tous les partis auxquels il entend s'adresser ne sont pas tous disposés à lire un livre sur la commune de 1871 écrit par une passionnariat de la commune. Donc, dans la démarche de Louise Michel, dans sa manière d'écrire, il entre aussi de la ruse et de l'obliquité pour parler de la commune en échappant aux ciseaux de son éditeur. Enfin, autre point, les mémoires sont commandées par une grande question qui les parcourt, qui est la question de la transformation et du devenir. Pour Louise Michel, c'est la question qu'elle se pose. Comment est-elle devenue elle-même? Comment devient-on Louise Michel, c'est-à-dire une combattante entièrement dévouée à la Révolution? Et c'est là peut-être que le projet de l'éditeur, qui était de vendre l'autobiographie d'une femme célèbre, et le projet de Louise Michel parviennent à s'articuler et
d'une certaine manière, à s'harmoniser en dépit des désaccords. D'un côté, parce que l'éditeur entend répondre à la curiosité du public. On lira avec curiosité, dit la publicité de l'ouvrage dans la grande presse, on lira avec curiosité dans tous les partis ce livre. Une curiosité qui peut être saine ou malsaine et qui rassemble aussi bien les amis que les ennemis. Comment devient-on la grande Louise Michel pour les amis, mais pour les ennemis, comment devient-on ce monstre ? Comment ce monstre a-t-il une enfance ? L'a-t-on demandé en mariage ? Question auxquelles Louise Michel répond dans ses mémoires, et ce sont des pages qui, d'après le dossier de presse, ont visiblement eu un grand succès sur le lectorat de l'époque. Et pourtant... Donc, je termine juste. Donc, cette question, comment devient-on Louise Michel, est de nature à emporter l'adhésion de l'éditeur, et en même temps, c'est une question qui est prise très au sérieux par Louise Michel, car elle va, dit-elle, étendre son cadavre pour le disséquer. Elle va en quelque sorte pratiquer sur elle-même une vivisection. Et pourtant, les tentatives de réécriture par d'autres, il y en aura plusieurs, elles les contestent. Vous avez relevé cette formule. C'est ma vie et ma pensée que je veux dire. Il faut donc que la forme en soit à moi. Absolument. Alors, l'histoire de ces mémoires au plan de l'écriture est absolument passionnante parce qu'on y voit Louise Michel revendiquer le droit d'être elle-même. Non seulement le droit d'être elle-même par les actes et le comportement, mais le droit d'être elle-même dans sa manière d'écrire et dans son style. Et c'est extrêmement intéressant parce que cela nous fait comprendre que dans l'autobiographie, il n'y a pas seulement un récit d'événements ou de faits. Le style de Louise Michel fait partie de la révélation de Louise Michel, de l'exposition de Louise Michel, que l'autobiographie apporte. C'est donc par l'effet d'un contresens que l'on a tenté, et notamment au lendemain de la mort de Louise Michel, de réécrire à sa place son autobiographie, y compris en disant « je » à sa place. Mais c'est très intéressant, en même temps, de comparer la démarche d'écriture de Louise Michel, qui est le vrai jeu, si j'ose dire, le bon jeu parlant d'elle-même, et des démarches en quelque sorte concurrentes qui vont prélever dans le matériel autobiographique de Louise Michel des faits et qui pensent présenter ces faits mieux que ne l'avait fait la grande citoyenne. Alors, mieux ou moins bien, ce n'est pas vraiment la question. La question fondamentale, c'est que le style de Louise Michel, sa manière de se déplacer dans les idées et dans les mots, fait intrinsèquement partie d'elle. Et je crois que c'est le Times, la Pall Mall Gazette, dira très bien que Louise Michel, dans son style même, regarde vers l'anarchie. C'est-à-dire qu'elle regarde vers un ordre qui évidemment ne relève pas de la dissertation en 3 parties, mais qui entre dans ses pensées sur l'ordre par l'harmonie. Un style qui lui-même applique ces mots d'ordre anarchistes. Donc un style qui cherche non pas l'ordre de composition ou un ordre hiérarchique ou un ordre artificiel, mais une logique des échos et des assonances. Et en cela, la manière d'écrire de Louise Michel dans ses mémoires est fort proche de son projet encyclopédique, puisqu'il s'agit d'une de ses grandes ambitions restées inédites à ce jour. Il s'agissait pour elle de construire une très ambitieuse encyclopédie, mais surtout pas par ordre alphabétique, ni méthodologique. Il s'agissait d'une encyclopédie qui se serait développée bien comme le caillou qui frappe l'eau et qui émet des ondes circulaires. Vous citez aussi Sébastien Faure, son ami, sur la question des rapports entre la littérature et l'histoire. Vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ça et comment ça vous a
intéressé peut-être sur son style d'ailleurs. Alors, ce que j'ai cité de Sébastien Faure, c'est intéressant que vous posiez cette question à cet endroit-là, et j'y soupçonne une intention, parce qu'elle provient justement de l'encyclopédie anarchiste, Et oui. mise en place par Sébastien Faure, qui est resté inachevé, mais qui, tout de même, forte de ses 4 ou 5 épais volumes, est un monument. Et cela m'a semblé intéressant de voir que Sébastien Faure, dans cette encyclopédie, qui date des années 1920-1930, consacrait un petit article à l'autobiographie et aux mémoires, pour dire, d'une manière très simple, que c'était un genre qui ressortissait à la fois à la littérature et à l'histoire. C'est très simple, ça a l'air d'être un pont aux ânes, quasiment. Et pourtant, de facto, on s'aperçoit, à travers la réception de Louise Michel, que ces mémoires ont souvent été pris comme une sorte de boîte où on aurait mis des témoignages sur la commune, quelques faits à prélever pour l'historien concernant la commune. Autrement dit, ce qu'on a nié dans l'entreprise, c'est la dimension littéraire, la dimension d'écriture de la chose. Il y a d'ailleurs des poèmes. Il y a des moments de littérature, notamment quand elle décrit sa vie, quand elle décrit son enfance. On n'est pas dans du discours militant, même si elle le dit à un moment, c'est dans son enfance qu'on a les éléments qui vont nous permettre ensuite d'exister politiquement. En gros, elle dit ça, mais elle nous présente, elle nous fait presque un travail d'ethnologue. Quand elle nous décrit la vie en Haute-Marne, on a l'impression d'avoir un discours d'ethnologue, comme on retrouvera ça sur d'autres écrivains plus tard. Oui, alors plusieurs éléments là. D'une part, le discours militant et le discours pas militant. Le discours militant ne se confond pas avec la prose et le discours non militant ne se confond pas avec la poésie. C'est plutôt que Louise Michel se méfie beaucoup du discours doctrinaire et l'évite autant qu'elle peut. Et il me semble que rien chez Louise Michel n'est purement militant, sèchement militant, abstraitement militant. C'est-à-dire que la littérature, la volonté de faire littérature est partout, aussi bien dans la prose que dans les vers, et quelquefois encore plus dans la prose que dans les vers de Louise Michel. C'est assez frappant d'ailleurs de voir à quel point elle est libre et audacieuse dans sa prose, et parfois conventionnelle et un peu traditionnelle dans ses vers. Et sur le plan du témoignage ethnographique, il faut souligner qu'en 1886, eh bien, c'est le début d'une grande vague folkloriste en France, et que les mémoires de Louise Michel prennent tout à fait place, en effet, dans cette vague folkloriste qui anime les esprits et les savants de France. Donc ces pages sur la Haute-Marne sont extrêmement attentives à la littérature orale, à la langue haut-marnaise, avec plusieurs passages en patois. Oui. Et elle s'est plainte d'ailleurs au passage que son éditeur prétendait lui faire corriger le patois, ce qui évidemment était un contresens. Louise Michel applique à la Haute-Marne la même curiosité passionnée du terrain, du populaire, des oralités populaires, qu'à la Nouvelle-Calédonie pendant sa déportation. Et c'est très frappant d'ailleurs de voir que les deux se mêlent chez elle, à la fois la récolte de langues kanak et d'éléments légendaires kanak, et la récolte de langues de Haute-Marne et de matériaux légendaires de Haute-Marne. Il y a là pour elle un véritable continuum qui témoigne d'ailleurs d'une véritable entreprise d'appropriation du lointain, de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie, pour elle, ce n'est pas les antipodes, c'est quasiment un autre visage de la terre d'enfance, où elle retrouve quelque chose de la Haute-Marne. Et inversement, le très proche, la Haute-Marne, est un miroir des antipodes, et elle y retrouve quelque chose de la Haute-Marne. Donc tout cela, ce que je dis,
comment est-ce que ça se construit dans le texte de Louise Michel? Eh bien, ça se construit par un texte, justement. Et donc par de la littérature, par une manière d'exposer les choses. Pas de construction hiérarchique, certes, mais toujours des mises en miroir, des mises en écho, qui permettent ces passerelles, par exemple, Haute-Marne, Nouvelle-Calédonie. J'ai même l'impression, quand on lit son texte, d'écouter des propos dans une soirée, dans une veillée, où un thème en amène un autre, et un peu ce qu'elle décrit d'ailleurs dans la vie, quand elle est dans ce château où les gens s'échangeaient des informations, de la culture. Ce sont les fameuses écreignes, oui. Donc mot haut-marnais pour décrire les veillées autour du feu, les veillées traditionnelles. Ces écreignes tiennent une très grande place, non seulement dans la sensibilité de Louise Michel, mais dans le texte des mémoires, effectivement. Alors, quand on dit qu'elle a peu écrit dans ses mémoires sur la commune, il y a des moments où elle montre quand même ses morts, etc. Mais peut-être s'est-elle déjà beaucoup exprimée dans son livre La commune, que vous avez coordonné chez La Découverte. C'est là où elle s'exprime fondamentalement. Je ne demanderais pas mieux que de dire oui, sauf que La commune de Louise Michel a paru en 1898 et qu'elle s'y met vers 1894, en anglais d'ailleurs, avant de s'y mettre en français. Donc, largement après les mémoires. Donc, on revient à notre question de départ. Est-ce que Louise Michel parle peu de la commune dans ses mémoires? Et si oui, pourquoi? Donc, j'étais en train de dire, avant que nous n'ayons bifurqué vers quelques autres matières également passionnantes, qu'il ne s'agissait pas d'un livre à proprement parler de souvenirs sur la commune, ni d'un témoignage sur la commune à proprement parler, mais le livre des mémoires est centré très exactement sur un mois, le mois de Louise Michel, ce qui n'est pas trop étonnant dans une autobiographie. Et il est centré sur la fabrication, donc on parlait de la transformation, comment devient-on de Louise Michel? Il est centré sur cette fabrication d'une communarde de choc. D'une communarde pour la commune, non pas la commune passée, mais la commune qui est à venir et qui viendra. Le mur des fédérés pour Louise Michel, ce mur qu'on écrit avec une majuscule aujourd'hui, est derrière, bien sûr, Semaine sanglante, mai 71, mais plus encore, il est devant. Et il y a là une sorte de bascule systématique du passé au présent et au futur qui s'observe tout à travers les mémoires. Je vais vous donner quelques exemples. À propos du camp de Satori, donc le camp de Satori où a été exécuté Théophile Ferré. « J'aurais bien aimé y avoir ma place, dit-elle. Et à la même page, qu'importe, il faut aller jusqu'au bout, la douleur fait marcher comme un éperon, c'est nécessaire peut-être pour fournir sa carrière. » Fournir sa carrière, c'est une expression un peu vieillie en équitation, qui signifie, en parlant d'un cheval, faire complètement sa course. Donc à travers cette image se construit l'esquisse d'une destinée, sous la plume de Louise Michel. Une destinée qui serait présidée par une nécessité. Il faut aller jusqu'au bout. La douleur fait marcher comme un éperon pour fournir sa carrière. Une nécessité donc qui pousse vers un objectif qui est encore devant Louise Michel au moment où elle écrit. Ou encore un passage tout à fait frappant. Je cite, « Au temps où j'avais des préférences, je songeais à l'échafaud d'où l'on salue la foule, puis au peloton d'exécution dans la plaine de Satori. Le mur blanc du Père-Lachaise ou quelque angle de mur à Paris m'aurait plu. Aujourd'hui, je suis blasée. Peu importe comment, peu importe où, je n'y bouderai pas. Au grand jour ou dans un bois la nuit, qu'est-ce que cela me fait? J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, mais peu importe, j'y serai. Que ce soit à Rome, à Berlin, à Moscou, je n'en sais rien, j'irai, et sans doute bien d'autres aussi. Les foules seront partout debout. » Donc on voit très bien comment on est passé du mur des fédérés passé à un mur des fédérés au futur, ou un équivalent mur des fédérés, qui est toujours devant. Et c'est à rapprocher de la dédicace qui sera celle de la commune,
et qui est daté du 10 juin 1898, je cite, « Du mur des fusillés de mai 71, j'aurais voulu saluer les morts des hécatombes nouvelles, les martyrs de Montjuich, les égorgés d'Arménie, les foules écrasées d'Espagne, les multitudes fauchées à Milan et ailleurs, la Grèce vaincue, Cuba se relevant sans cesse, le généreux peuple des États-Unis, puisqu'il n'est plus permis d'y parler hautement, c'est-à-dire puisqu'il n'est plus permis de faire des discours devant le mur des fédérés, c'était interdit depuis 1895. C'est ce livre, La Commune donc, que je leur dédie. Alors, tout ce qu'elle énumère ici, ce sont les mouvements de révolte contemporains du moment de publication, du moment d'écriture et de publication de la Commune. Et un mot en particulier sur le fort de Montjuich. Il s'agit de l'exécution d'anarchistes qui étaient soupçonnés d'attentat en 1897 à Barcelone. Et quand on voit les images de l'époque, un mur, des soldats, des condamnés collés au mur, les soldats qui font feu, c'est en quelque sorte l'image intemporelle, toujours recommençante du mur des fédérés. À l'image donc du mur des fédérés de 1871 se substitue une sorte d'enfilade de murs des fédérés qui va vers le futur. Et qui va vers une société, un monde nouveau, idéale, ce qu'elle appelle un monde nouveau. Et elle a ce dernier mot dans ses mémoires. Le dernier mot, c'est la révolution. Tout à fait. Elle veut la révolution. Elle n'est pas passéiste, elle se tourne aussi vers le futur. Et elle a aussi cette formule que vous avez, enfin, qui figure dans son livre, en révolution, l'histoire, l'époque qui copie est perdue, il faut aller de l'avant. Et ça, exactement. C'est tout à fait dans l'idéal. On retrouve Michel Bakounine et d'autres. Tout à fait. Il y a une obsession d'avant-garde chez Louise Michel qui est très sensible. Son audace, donc, dans les mémoires de cette communarde qui parle peu de la commune, c'est peut-être de déplacer le regard de manière systématique et de déplacer le regard pour qu'il ne porte plus sur l'événement qui est clos, mais sur le sujet lui-même, sur Louise Michel, qui aurait pu mourir, qui aurait peut-être dû mourir, en tout cas qui a tout fait pour mourir, qui a vraiment cherché à provoquer la mort. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Tuez-moi, c'est exactement la formule du procès qui est restée particulièrement mémorable. Donc il s'agit là de déplacer le regard du passé sur une vie qui continue de porter la cause pour laquelle on meurt. Elle fait partie de ces révolutionnaires qui, selon sa formule, ont la vie clouée au corps. C'est une formule qui est dans La Chasse au loup, où elle parle d'elle-même indirectement à travers un héros anarchiste et nihiliste. Donc le recentrage sur le moi va de pair avec un postulat fondamental dont il faut bien prendre conscience. L'événement commun n'est pas clos. Et à partir de là, la question se pose évidemment différemment. Parce que là où on croit peut-être que Louise Michel ne parle pas de la commune, elle en parle en fait. Elle ne parle peut-être pas tout simplement de la commune dans les termes où on attend qu'elle en parle, où elle ne parle pas que de la commune passée. Il s'agit donc pour Louise Michel de réaliser une sorte de fusion du moi et de la grande cause, mourir pour la commune, qui court toujours en avant dans sa vie. Et c'est pour cela que le procès de décembre 71 est absolument essentiel, comme vous venez de le rappeler, avec la formule « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ». Et avec ce défi va également l'engagement de venger les morts. Le poème écrit en prison en 1871, par exemple, dit « Nous reviendrons, foule sans nombre, spectres vengeurs sortant de l'ombre, et les morts porteront la bannière. » Donc ce temps que je vivrai,
vengeance. Ce programme est appliqué à la lettre par Louise Michel. On dit d'ailleurs que c'est en mémoire et de ces hommes et de ces femmes qui sont mortes sur Paris qu'elle s'habillait en noir. Ça fait partie des contes et légendes ou c'est vrai? Elle était de fait toujours habillée en noir. Ouais. Et il y a une photo particulièrement marquante d'elle, qui est sa photo du moment du procès, justement, où on la voit avec ce fameux voile noir, oui. Que le compte-rendu du procès la montre relevé à un moment pour regarder fixement les juges et pour leur tenir d'une manière impassible des propos percutants. Voilà, c'est une image que tout un chacun trouvera facilement sur Internet, mais c'est une des images sans doute les plus impressionnantes de Louise Michel. Et elle répond du tac au tac à ces juges. Hein. C'est intéressant de retrouver dans ses mémoires les échanges. Non seulement elle répond du tac au tac, mais d'après le témoignage, elle se met à parler avant même qu'on l'interroge. Ce qui est assez, ce qui prouve une forme de, non seulement de présence, mais de culot et de défi. Donc, si vous me laissez vivre, dit-elle aussi, je ne cesserai de crier vengeance, et nous reviendrons foule sans nombre. D'où un enchaînement de paradoxes. C'est-à-dire que pour mieux disparaître comme instrument de la commune, pour mieux être totalement possédé par la cause de la commune, pour mieux disparaître comme vecteur de la commune, eh bien finalement, le moi en ressort davantage et le je est central d'un bout à l'autre du texte. Et toute l'écriture des mémoires tourne autour de ce moi qui se creuse à l'infini et qui se cherche à l'infini pour mettre à nu les ressorts de la femme révolutionnaire, pour mettre à nu, en quelque sorte, les fibres humaines en fonctionnement, puisqu'il s'agit d'une vivisection de la communarde. Et c'est cela que Louise Michel appelle une enquête psychobiologique. Le terme est d'elle, dans les mémoires de 1886. C'est-à-dire qu'il s'agit de traquer, de tracer sa transformation en instrument de la révolution, en arme vivante, en projectile. Projectile est le mot qu'elle emploie. En projectile du roman révolutionnaire. Et donc psychobiologique, cela veut dire qu'elle essaie de saisir les ressorts à la fois psychologiques et physiques dans un même mouvement, mais cela veut dire aussi comment on devient corps et âme psychobiologique révolutionnaire. C'est pour ça que vous avez titré votre introduction Projectile. Comment devient-on projectile ? J'ai intitulé la présentation de l'édition des Mémoires de 1886, Louise Michel, Comment on devient projectile. Effectivement, donc c'est un titre qui est un peu mystérieux au premier abord et qui s'explique justement par le texte de Louise Michel, par ce goût qu'elle a de cette formule qui revient régulièrement sous sa plume pour expliquer une sorte d'énergétique révolutionnaire. À partir de quel moment, veut montrer Louise Michel, l'être broyé par la vie et par l'histoire devient une force. Comment devient-on projectile ? Ça veut dire également comment est-ce qu'on devient une force révolutionnaire. Alors, comment devient-on ce que Louise Michel est ? C'est une interrogation qui reviendra régulièrement chez elle. Et en 1896, par exemple, elle écrira pour le journal Le Libertaire de Sébastien Faure, que nous retrouvons, « Comment je suis devenue anarchiste ?» Texte que vous retrouverez, par exemple, dans Art vaincra. Cela dans une série qu'elle intitule « Épisodes de ma vie ». Comment je suis devenue anarchiste ? Il n'y a pas que Louise Michel qui se livre à cette enquête. C'est un genre qui est bien représenté à l'époque, fin des années 1880-1890, notamment dans des feuilles anarchistes anglaises. C'est aussi un genre qui est bien représenté par
tous les anarchistes quand ils se retrouvent traduits en procès et qu'ils s'arrangent à un moment ou à un autre pour proférer une sorte de profession de foi. Par exemple, dans le procès des anarchistes de Vienne à Grenoble, oui, en 1890, aussi bien Thénevin, Alexandre Thénevin, qui était un propagandiste réputé, ami de Louise Michel, que Pierre Martin, qui était tisseur à Vienne, mais une figure locale extrêmement importante et un orateur anarchiste extrêmement important, tous les deux se livrent à une réponse à la question comment ils sont devenus anarchistes. Voilà, c'est une manière de répondre avec les tripes, avec le cœur, de s'exposer soi-même de manière, bien entendu, à faire de la propagande et à convertir, à gagner l'auditeur. D'ailleurs, dans son livre, dans ses mémoires, elle reprend la totalité de la déclaration de ces hommes qui sont accusés dans ce procès. Dans les mémoires, elle reprend le manifeste des anarchistes, alors non pas du procès des anarchistes de Vienne à Grenoble en 1890, mais du procès des 66, oui, c'est-à-dire des 66. Anarchistes qui ont été traduits en justice et condamnés à Lyon en 1883. Où il y avait parmi lesquels Kropotkin. Tout à fait. Les mémoires de 1886, donc c'est dans son ensemble un grand « Comment je suis devenu », elle le dit d'emblée, « Comment, je cite, je montais d'étape en étape à travers toutes les transformations de la pensée, depuis l'amnet, qu'elle lutte à 6 ou 7 ans, dit-elle, jusqu'à l'anarchie, c'est-à-dire jusqu'à son présent. » Et là, arrêtons-nous un instant, parce que j'ai cité il y a quelques instants la dédicace de la Commune de 1898. J'ai rappelé ce qu'était le fort de Montjuich, l'exécution des anarchistes, devant un mur tout à fait similaire à celui des fédérés en 1897. Cette réactivation du mur, image sur image. Mais dans la séquence, mur des fédérés, martyrs de Montjuich collés à leur mur, il y a un sous-entendu, un présupposé qui est de taille. C'est que la Commune se continue dans l'anarchisme. C'est posé par Louise Michel comme une évidence qui n'est pas forcément partagée ni à l'époque ni par les historiens. En tout cas, Louise Michel apparaît ici sur la même longueur d'onde que son ami Charles Malato, qu'elle connaît fort bien depuis la déportation en Nouvelle-Calédonie. Charles Malato était fils de déportés, non pas déporté lui-même. Malato publie en 1894 un livre intitulé « De la Commune à l'anarchie », donc un titre parlant en lui-même, mais qu'il développe ainsi par quelques réflexions préliminaires. Je cite. « Les idées vont vite à notre époque. Pour qui se reporte à quelques 20 ans en arrière, au lendemain de la guerre et de la Commune, la transformation dans les goûts, dans les opinions, dans les mœurs est grande, troublante même pour les timides. La République, dit Malato, est restée enlisée dans l'ornière bourgeoise. Le socialisme, dit-il, a été émasculé par ses propres chefs. Que reste-t-il? L'anarchie. Je cite, « Les débris de la Commune ». Les débris de la Commune, ça désigne les anciens communards. Les débris de la Commune, après avoir étonné le monde de leur courage et de leur foi, ne surprennent plus que par la petitesse et le vide de leur conception. Pauvres astres, jadis rutilants, aujourd'hui éteints. Ils n'ont cependant pas plus que d'autres trahi ou renoncé à ce qui fut leur idéal et qu'ils défendirent. Seulement, le monde a marché. Les déportés de la Nouvelle, c'est-à-dire de la Nouvelle-Calédonie, représentaient alors par excellence l'élément énergique et avancé du prolétariat. Ils avaient été acteurs dans une lutte impitoyable, signalée par les exécutions et les incendies. Ils avaient défendu stoïquement leur drapeau rouge et, en général, se tenaient fermes dans l'exil. Quelques-uns mettant même leur âme dans une évocation émue à la République immortelle ou au Grand Paris révolutionnaire. Puis, ils se sont endormis là-dessus, écrit Malato, et 20 années d'évolution psychologique et sociale leur ont échappé. Désorientés, inconscients de ce monde nouveau à l'éclosion duquel ils ont contribué, mais qui a grandi sans eux, ils ont des successeurs, les anarchistes d'aujourd'hui, qui les traitent
de fossiles. Fin de citation. Donc, non seulement, côté Louise Michel, non seulement l'anarchisme tient le flambeau de la Commune, mais ces 20 ans sur lesquels Malato insiste, ces 20 ans constituent une épaisseur de temps tout à fait significative. Pourquoi ? Tout simplement parce que, avec le début des années 1890, eh bien, on passe d'une génération à une autre. Il y a une génération d'écart entre le présent et la Commune. Donc ce sont des successeurs pour Malato, et pour Louise Michel, ce sont des enfants de la Commune, les anarchistes. Et en 1894, au moment où Émile Henry est condamné à mort, donc Émile Henry, anarchiste qui a commis un attentat, elle veut montrer en lui le fils de l'histoire, c'est-à-dire le fils de la Commune. Émile Henry est né en 1872 d'un père communard qui s'était réfugié en Espagne. Donc évidemment, cela porte le discours de Louise Michel qui écrit qu'on empêche la semaine de mai d'avoir existé si on veut empêcher que les fils des condamnés à mort aient eu dans les rêves de leur berceau la vision épouvantable de l'hécatombe. Lui, Émile, comme d'autres, fils de survivants de 71, ce sont les spectres qui ont bercé ces nuits. Ou encore, dit-elle, ce sont les légendes horribles, c'est-à-dire les récits des pères communards qui ont entouré leur berceau. Et à travers le cas d'Émile Henry, Louise Michel passe au pluriel de la généralisation. Pour elle, si l'on résume, la Commune a des enfants et ce sont les anarchistes. Revenons donc à la question, qu'est-ce que parler de la Commune pour Louise Michel ? Eh bien, c'est peut-être beaucoup plus que ce que le lecteur croit. Et est-il sûr que là où tel lecteur ne voit pas Louise Michel parler de la Commune, elle ne parle pas, elle, de la Commune ? Ou encore, si on traque simplement à travers le texte des mémoires les éléments de récit en rapport avec la tranche historique mars-mai 1871, eh bien on est sûr de manquer l'articulation du discours de Louise Michel. On manque son système lui-même, son système de pensée. Par exemple, le second volume des mémoires, paru en 1890 en feuilleton et qui a attendu 2015 pour après être en librairie à la découverte. 2015 avec une réédition en poche en 2021, donc l'ouvrage est là sur la table. Ce second volume des mémoires, intitulé « À travers la mort », est dominé par la vision de l'incendie de Paris, parce que Louise Michel appelle le coq rouge. Et il est dominé à tel point par la vision de cet incendie que le livre lui-même devient combustible d'incendie, devient matériau d'incendie. Et Louise Michel rapporte avec une certaine fascination qu'elle a plusieurs fois jeté le manuscrit du livre au feu et qu'elle a regardé brûler. Donc elle a plusieurs fois recommencé ce livre qui lui-même recommençait en quelque sorte le drame de la Commune. Et le même livre est rendu extrêmement vivant par son contenu qui n'est pas du tout la Commune à proprement parler, mais qui est un contenu à chaud, c'est-à-dire les conférences de Louise Michel, les manifestations auxquelles elle participe, ses prisons, toute son action anarchiste militante. Mais pour elle, peut-être qu'un lecteur se dira il y a peu de communes là-dedans, mais pour elle, c'est la Commune en action. C'est la Commune qui continue. Donc la question que nous avons posée au départ, elle doit rejaillir sur le lecteur lui-même. Lecteur ou lectrice, que cherches-tu quand tu lis Louise Michel ? Si tu cherches uniquement le témoignage historique sur la Commune, te voilà embarqué avec Louise Michel dans toute autre chose. Vous lui demandez la Commune, elle en apporte une autre, en quelque sorte. C'est un peu un écho à la chanson « La Commune n'est pas morte ». Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. C'est une sorte de vaste commentaire de « La Commune n'est pas morte ». Louise Michel publie un roman en feuilleton en 1891, qui lui aussi avait disparu des bibliographies jusqu'à récemment, c'est La Chasse aux loups. Roman tout à fait étonnant,
du point de vue suivant. C'est sous la forme d'une fiction, la mise en scène du retour de la commune, du retour triomphal de la commune. Et comme l'indique le titre, La chasse au loup, c'est le roman d'un grand retournement, c'est-à-dire que les chasseurs, ceux qui traquaient les fédérés, y compris dans les catacombes de Paris en 71, se retrouvent à leur tour chassés. Et ceux qui étaient chassés, les communards, deviennent les chasseurs de cette grande chasse infernale que trace le roman. Jusqu'à un dernier bain de sang qui lave le monde, ce sont les termes de Louise Michel. Donc, le roman réalise exactement le programme de Louise Michel, proféré en 1871, « Je vengerai, nous reviendrons ». Et c'est le monde, elle a une vision internationale. Tous les combats dans le monde entier sont les siens. Voilà, ce n'est pas seulement la commune de Paris, ce n'est pas seulement la commune en France, pas seulement la commune dans quelques pays, mais c'est le monde entier. Et même au-delà, hein, puisqu'elle envisage une commune des planètes. C'est vraiment, Louise Michel est vraiment une romantique. Tout se tient. Comment l'avez-vous trouvé ce roman? Comment l'avez-vous retrouvé? La chasse au loup. Comment je l'ai pas? Ça, oui, parce que c'est extraordinaire. C'est une histoire assez étonnante, en fait. La première fois que j'en ai lu des passages, je ne savais pas que je lisais La chasse au loup. Je ne savais pas ce que je lisais. C'était un texte inconnu de Louise Michel, sans début, sans fin. C'est un manuscrit inachevé qui se trouve aux archives de Moscou. Pourquoi Moscou, d'ailleurs? Parce que Staline avait ratissé les libraires anciens pour constituer, enfin à travers, pas lui-même évidemment, mais à travers des émissaires, pour constituer une sorte d'archive géante du mouvement social. Et c'est ainsi que des manuscrits de Proudhon, de Saint-Simon, etc., et de Louise Michel se sont retrouvés à Moscou, et des manuscrits extrêmement précieux. Donc, à Moscou, où j'étais allée pour travailler sur d'autres textes de Louise Michel, j'ai vu passer des textes en quelque sorte assez déchiquetés, que j'ai lus, qui étaient assez passionnants. Il y était question, par exemple, de meetings à Londres entre anarchistes, avec une sorte d'électricité dans la salle. Enfin, c'était des pages tout à fait significatives. Il y était question également d'épisodes farfelus, une vieille qui égorgeait des lapins au fond d'un souterrain avec un enfant qui tenait une allumette, etc. Bon. Et j'avais pris en note ces textes manuscrits en me disant, enfin j'étais bien embêtée parce que comment éditer quelque chose qui n'a ni titre, ni début, ni fin, et qui en plus est totalement échevelé, parce que les feuillets étaient dans un désordre indescriptible. Donc comment publier quelque chose? Vous voyez à un moment une vieille avec égorgeant un lapin, à un autre moment un anarchiste dans un meeting. Enfin bref, c'était une sorte de pot pourri par certains aspects, de choses textuelles déchiquetées, et en même temps, ça aiguisait vraiment la curiosité. Et puis voilà, ça a dormi dans mes propres archives, sur mon ordinateur. Je ne savais toujours qu'en faire, tout en gardant cela dans un coin de la tête. Et un jour, en dépouillant un périodique de 1891, L'Égalité, de Jules Roch, mon œil tombe sur une histoire de vieille qui égorgeait des lapins. Et je me suis aperçue que c'était mon texte, mais cette fois avec le début, la fin, complet de tous ces épisodes, avec un titre qui était « La chasse au loup », publié de mars à mai 1891, date évidemment tout à fait importante. La chasse au loup, c'est un roman anniversaire de la Commune, et qui, pour l'anniversaire de la Commune, sert au lecteur et en même temps à l'autrice qui rêve le retour triomphal et la vengeance. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roman avait totalement disparu des radars, y compris des bibliographies. Et l'écrit, parce qu'elle écrit beaucoup, est-ce que l'écrit n'est pas une manière aussi de guérir de la souffrance l'écrit pour elle? Est certainement une manière de surmonter ce qu'elle appelle tout simplement son désespoir.
et ses tendances suicidaires qu'elle décrit fort bien. Un désespoir qui a d'ailleurs été censuré par ses amis anarchistes. On voit bien que les comptes rendus butent sur ce point. Une révolutionnaire doit vraiment être joyeuse, âprement joyeuse, mais joyeuse, quoi. Et donc le désespoir de Louise Michel a choqué dans son propre camp à l'époque. Donc l'écriture est certainement une manière pour elle d'exprimer les choses, de les surmonter, et d'en faire là aussi peut-être, sinon des projectiles, du moins du combustible de sa destinée révolutionnaire. C'est évident, parce que c'est par le désespoir qu'on devient projectile. C'est en étant broyé jusqu'à la dernière limite, dit-elle, qu'on devient un projectile au service de la cause révolutionnaire. Comme la lave est envoyée par le volcan. Elle était d'ailleurs très fatiguée de ses conférences à travers toute la France et en Algérie. Et en revenant d'Algérie, elle était fatiguée quand même. C'est une femme qui était usée par les épreuves. Alors, physiquement. en revenant d'Algérie, c'est très tard, c'est en 1904. Oui, donc c'est vraiment à la veille de sa mort. Oui. Elle meurt en janvier 1905, effectivement, après cette tournée de conférences en Algérie. Mais je ne sais pas si elle était épuisée par ces conférences avant. Son énergie semble indomptable jusqu'à la fin. Et ses périples, à travers la France, mais également hors de France, sont tout à fait remarquables. Donc, dans les années 80, c'est-à-dire à partir de son retour en France à la fin 1880, retour de déportation, elle mène une vie infatigable, plutôt que fatiguée, de conférencière. Elle veut se consacrer Elle se consacre à la propagande. La propagande pour la Révolution. C'est une apôtre inlassable de la Révolution. Mais quand on voit, on imagine un peu ce que devait être son agenda. Il y a quelquefois plusieurs conférences par jour, et souvent tous les soirs dans des lieux assez distants. Ces discours étaient relativement courts. C'est pas des discours qui durent 2 heures, 3 heures. Ça dure quoi, 20-25 minutes. Vous allez me dire, quand on parle sans micro, ça n'a rien à voir avec la communication qu'on a aujourd'hui. C'est une oratrice, mais... Alors, on a, d'après les rapports de police, les heures de début et les heures de fin. C'était des conférences tout à fait respectables, souvent, d'1 heure, d'1 heure et demie. Je crois que, de ce point de vue-là aussi, elle était assez infatigable. Du point de vue de... C'est une bête de scène, Louise Michel. Ça, c'est un point très, très net. Donc la chasse au loup, pour y revenir, c'est le retour et le triomphe de la Commune, mais réalisé par qui ? Vous l'avez deviné, par les anarchistes. On retrouve cette idée que l'anarchie continue la Commune, continue directement, sans solution de continuité. On rappelle qu'elle n'était pas anarchiste au moment de la Commune. Alors, elle-même a raconté souvent comment elle est devenue anarchiste. Et je parlais tout à l'heure de ce petit texte, « Comment je suis devenue anarchiste », de témoignages sur elle-même. Donc voici son récit. Elle explique que sur le bateau de la déportation qui la conduisait en Nouvelle-Calédonie, eh bien, la contemplation des flots, la réflexion, la méditation ont en quelque sorte solidifié ce qui était à l'état brûlant pendant la Commune, c'est-à-dire la vengeance et le retour. La proximité avec Nathalie Lemel, peut-être aussi. Et également, oui. Alors, le voyage a été une sorte de redistribution du tissu social qui l'entourait. Nathalie Lemel, bien entendu, mais aussi Rochefort et bien d'autres. Comment elle est devenue anarchiste ? Cela explique aussi, non seulement la réflexion au contact des flots, une sorte de résolution froide de mener à bien la vengeance des communards, mais c'est également une réflexion sur le pouvoir, et donc une réflexion critique sur la Commune, qui est perçue par Louise Michel et par la plupart de ses amis anarchistes dans les années 1880, comme étant elle-même devenue une machine de pouvoir.
Et je lisais récemment un témoignage fort rare et fort précieux dans la presse des années 1880 sur les graffitis qui ornaient le mur du Père-Lachaise. Et en 1884, donc, un journaliste relève un graffiti qui rend hommage aux morts de la commune, victimes du gouvernement de la commune. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas des otages que la commune a fusillés, il s'agit bien des fédérés, des morts du mur des fédérés, victimes d'un pouvoir devenu trop politique dans la commune, victimes de ce que Tortelier appelle ces officiers chamarrés, etc. Voilà. Mais elle a même, je crois, cette formule, les hommes de la commune, de l'institution, pas de l'événement politique, mais de l'institution, étaient admirables en substance, mais le fonctionnement même, lui, était à remettre en cause. Hein, exactement, c'est ça, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que Louise Michel communarde n'est pas une inconditionnelle de la commune, ou plutôt elle est inconditionnelle de la commune à travers la transition de la commune à l'anarchisme, c'est-à-dire à travers un refus radical du pouvoir. Et également de tout ce qui ressemble à des parloteries, hein, selon son terme. Mais là, on rejoint plutôt sa critique de la République et des parlements. Donc, la commune, l'anarchie, cela se tient et cela se suit. Et l'une des conséquences de ce cadre mental très, très fort chez Louise Michel, c'est que l'œuvre considérable de Louise Michel fait nappe, en quelque sorte, autour d'un objet commun qui n'est pas facilement isolable. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'isoler dans telle œuvre ou dans tel ouvrage tel chapitre, tel passage qui parlerait de la commune, par opposition aux autres. On ne peut pas entourer au crayon, au rouge ou n'importe quelle couleur, on ne peut pas entourer au crayon des passages. Il y a plutôt un dit de la commune qui innerve le tout et qui en constitue le principe de cohérence à travers des formes littérairement très multiples. Poésie, roman, théâtre, contes et légendes, et bien sûr autobiographie et témoignages historiques. Louise Michel et la commune, ce n'est donc pas seulement la période 1870-71, mais c'est toute une vie qui est reforgée par l'événement, et c'est une vie s'exprimant aussi en écriture dans le temps long, de 71 à janvier 1905, date de la mort de Louise Michel. À travers cette nappe autour de la commune, c'est tout le romanesque est nourri d'histoire. Inversement, le livre historique de la commune ne se comprend pas sans la rumination romanesque du retour triomphal de la commune. Voilà. Donc nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas découpable, en quelque sorte. Et je pense que c'est la grande erreur des lecteurs de Louise Michel que d'avoir voulu prélever telle œuvre au détriment de telle autre, d'avoir voulu mettre en lumière tels éléments, au nom de la commune, justement, au détriment d'autres éléments considérés comme produits d'une tête folle. Et cette communication entre le romanesque... Ah oui, on la traite de folle. On la traite de folle depuis le début. Ce que vous avez mis, enfin, c'est oui. dans les mémoires, dans le dossier de presse, c'est odieux. Enfin bon, ça ne va changer, ça a d'une grande actualité. Oui, c'est d'une grande actualité. Et si l'on croit qu'aujourd'hui, la presse est violente dans son expression, on se rend compte que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a effectivement des textes d'une immense brutalité et où le journaliste manifeste une certitude de sa propre position qui est tout à fait confondante également. Encore plus étonnant que la violence proprement dite. Donc cette porosité du romanesque et de l'historique n'est pas anodine. L'histoire appartient au vainqueur. Et a fortiori l'histoire de la commune, a fortiori au moment où Louise Michel écrit. Sur l'histoire de la commune, elle souligne elle-même à plusieurs reprises que son expression n'est pas libre et qu'elle doit biaiser. Par exemple, en 1881, peu de temps après son retour en France, elle écrit qu'elle se réfugie dans la légende pour s'exprimer à travers la légende. Ce sont les légendes des tombeaux
que l'on trouve dans la Révolution en comptant. Donc le roman, la fiction, la légende, la littérature en général sont un lieu d'expression à part entière. Elle ne cite pas non plus le nom d'un certain nombre de ses amis Oui, pour les protéger. c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle fait, sauf quand elle oublie d'appliquer ses propres consignes dans la Commune de 1886. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'à mesure qu'elle réécrit son autobiographie, ce qu'elle ne cesse de faire jusqu'à sa mort, à travers des fragments plus ou moins étendus, eh bien, elle nomme de plus en plus, parce que ceux qui étaient vivants sont de moins en moins nombreux à être vivants. Et voilà. Et donc, voilà, ils accèdent à la possibilité d'être nommés par Louise Michel dans ses textes. La mort les protège de toute poursuite. Mais pour en revenir à cet univers à la fois historique et romanesque, il est important de sentir qu'il ne s'agit pas simplement pour Louise Michel de plaquer des éléments historiques ou de placer des éléments historiques en contrepande en même temps, mais c'est que l'expression littéraire elle-même sert le projet et la vision du monde de Louise Michel. Donc elle répète elle-même qu'elle est un projectile de la Révolution, c'est-à-dire qu'elle travaille à une commune qui est encore en avant, mais en même temps, elle ne sait pas, et cela aussi elle le répète, comment la nouvelle Révolution, ni quand elle va se produire. Il n'y a pas d'équation de la Révolution pour Louise Michel, pas plus qu'il n'y a de doctrine ni de théorie. Ce n'est pas un processus linéaire. Donc comment, pour Louise Michel, travailler à une révolution, faire avancer l'heure d'une révolution dont on ne sait pas comment on la déclenche? Eh bien, c'est là qu'intervient la littérature. Il s'agit d'actionner l'imaginaire de son public, de ses lecteurs, de faire action sur un rêve de révolution et à travers cela, de déclencher aussi bien les esprits que les corps, et on retrouve la psychobiologie, de les déclencher dans le sens d'un élan de révolte. On pourrait dire de ce point de vue que toute l'œuvre de Louise Michel travaille à la révolution, certes, mais plus encore attend la révolution. Louise Michel attend. Et en attendant le grand combat, elle le dit elle-même dans la Commune et ailleurs, on cause autour du feu. C'est la veillée des armes. Telle est son expression et l'une de ses images favorites. Qui l'a fait alors, la Révolution? Eh bien, à un moment, l'explosif explose. Voilà la vision de Louise Michel, en quelque sorte. Donc elle, son travail, c'est de chauffer cette électricité qui, à un moment, va produire la grande déflagration. On le retrouve aussi, cette idée, on la retrouve aussi dans un texte de Michel Bakounine écrit au mois de juin, où il explique que la révolution ne peut venir que du peuple et que ça vient pas d'en haut, que ça vient d'en bas. Et que c'est la grande différence avec d'autres sensibilités politiques à gauche, socialistes et communistes. Et lui dit ça vient d'en bas. Et elle aussi, elle est là, c'est le peuple. Et finalement, elle va parcourir la France, parcourir une partie du monde pour tenir des discours, pour convaincre les gens. Mais ça doit venir d'en bas. Exactement. Louise Michel, c'est exactement la tendance bakouninienne. Oui. Et cet appel, alors à la fois à ce qui est en bas, c'est-à-dire le peuple, oui, mais également les tréfonds de la personne. Donc l'individu, l'imaginaire, l'inconscient, ces fibres qu'elle essaie de disséquer en elle-même et qui n'ont rien de clair d'ailleurs. Les mémoires livrent un témoignage extrêmement complexe sur sa personnalité. Et c'est là, donc, qu'elle trouve, en tout cas, l'utilité d'une œuvre de littérature. Parce que la littérature, justement, eh bien, c'est ce qui mobilise, agit sur des ressorts pas clairs, au fond. Ça marche, mais est-ce qu'on sait comment ça marche? Eh bien, pas exactement. Il s'agit de toucher les esprits et les corps, de mobiliser l'imaginaire, le rêve, etc. Ou encore, dit-elle, de contaminer. Et elle se présente à la fois en artiste et en microbe. Et c'est ce dont j'ai fait un petit peu la matière du livre, de l'essai Art vaincra en 2019. Donc je ne m'étends pas davantage sur ce point. Mais on peut dire en résumé qu'elle communique la Révolution. Dans le manuscrit de la Commune, elle explique que son texte
de la Commune, qui paraîtra en 1898, aura pour mission première la communication de l'impression. Terme intéressant, parce que Louise Michel fut une grande communicante, et en même temps, il s'agit de communiquer au sens de contaminer, hein, de déposer des germes de l'esprit de révolte. Donc voilà, pour essayer de revenir à la question de départ et pour proposer un mot de réponse, Louise Michel parle-t-elle de la Commune ici et pas là, plus ici et moins là, ou l'inverse? C'est une question qu'il est évidemment difficile de résoudre. Est-ce une question pertinente? Tout dépend du point de vue. C'est une question pertinente, oui, parce qu'elle permet justement d'appréhender la complexité du rapport de Louise Michel à la Commune, mais elle permet d'appréhender également la complexité d'un événement, la Commune, qui a un sillage long, profond, et dont on n'a certainement pas fait le tour encore aujourd'hui. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour Louise Michel, la Commune est demain, et qu'elle a écrit toute une œuvre très littéraire qui cause autour du feu, en sachant que causer autour du feu et s'échanger des histoires en rêvant du monde futur et du monde nouveau, eh bien pour Louise Michel, c'est un cadeau que nous a fait Prométhée, découvreur du feu. Eh bien, c'est pour ça que nous, à l'association Faisons vivre la Commune, eh bien, on essaye de poursuivre ce combat, cette action. La Commune n'est pas morte et les idéaux de la Commune sont encore bien vivants. Alors, merci pour cet échange. Merci aux téléspectateurs qui nous ont écoutés. L'ensemble des livres et les références bibliographiques, eh bien, vous les retrouverez sur le site faisonsvivrelacommune.org. Vous retrouverez les livres de Claude Retta, vous retrouverez aussi d'autres livres. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous le 26 mai pour une autre conférence qui est toujours organisée par l'association Faisons vivre la Commune en liaison avec la mairie du 20e, sera animée par Michel Rio-Sarcey et Ludivine Bantini sur le thème « Tirer le fil des utopies de la Commune à nos jours ». Et vous retrouverez sur le site faisonsvivrelacommune.org, vous retrouverez les modalités d'accès pour venir assister là, normalement, en live, en vrai, à notre rencontre. En tout cas, merci et au 26 mai. Et merci Claude. Merci à vous.